Professeur Elie Merzbach, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Nous voulions déjà dès hier vous parler des résultats des étudiants israéliens en matière d'Olympiade des mathématiques. Vous êtes vous-même mathématicien, professeur à l'université de Bar-Ilan et nous voudrions essayer de comprendre avec vous comment les Israéliens se distinguent avec autant de force, autant de talent, on peut dire même dans des concours internationaux comme ceux-là, les Olympiades des mathématiques. Ils ont remporté 6 médailles d'or dans ce concours et se sont classés au niveau des pays en première position devant plus de 75 pays. On a vu il y a quelques semaines ou quelques mois même également les lycéens qui se sont également distingués avec plusieurs médailles d'or en matière de mathématiques. Alors, est-ce que c'est le Magic Touch de Naftali Bennett qui a décidé il y a 2 ans de mettre en avant l'étude poussée des mathématiques dans l'éducation nationale qui donne ces résultats, ou comment expliquez-vous ces prestations extrêmement impressionnantes? Bonjour. Je ne pense pas que ce soit Bennett, grâce à Bennett, que les mathématiciens, que la jeunesse israélienne... Je plaisantais un petit peu, quand même. Oui, et parce que c'est pas nouveau, et depuis des années déjà, les jeunes Israéliens se placent en très bonne position dans les différentes olympiades de mathématiques dans le monde. Donc ça, c'est quelque chose de pas nouveau. Pourquoi? D'abord, les études de mathématiques à l'école, bien que soient très différentes des études mathématiques en France, eh bien, elles sont bonnes. C'est-à-dire que les élèves apprennent très sérieusement. Il y a beaucoup d'élèves qui sont intelligents, les Israéliens aiment en général les mathématiques. Et, ce qui se passe, c'est que en Israël, c'est un peu le système américain plus que le système français. Mm-hmm. C'est-à-dire que ils étudient à l'école peut-être un peu moins de sujets, mais ce qu'ils étudient, ils étudient ça à fond. J'ai beaucoup d'exemples. Moi, j'ai quitté la France, ça fait une 50aine d'années, mais je me rappelle lorsque je suis arrivé en Israël pour commencer à faire mes études de mathématiques en Israël, à l'université, et moi, j'avais déjà étudié, par exemple, en France, les nombres complexes, alors que les étudiants israéliens n'avaient jamais étudié les nombres complexes en France. Et donc, on commençait à les étudier seulement à l'université. Mais d'un autre côté, ils étudiaient ce qu'ils avaient appris à l'école, ils l'avaient appris d'une façon beaucoup plus intensive, je dirais, et beaucoup plus profonde, de sorte que très rapidement, les nouveaux concepts, par exemple, les nombres complexes, c'est pas important de savoir pour celui qui n'est pas mathématicien, mais ce concept que les Israéliens n'avaient pas appris à l'école, très rapidement, ils ont pu l'apprendre et facilement. Se classer très bien. Voilà. Alors, dites-moi si je me trompe, mais il me semble qu'au cours, on va dire, des 30, 40 dernières années, il y avait, on va dire, dans les années 80, un bon niveau. Il y a eu un passage à vide et après, on a redressé la barre au niveau des mathématiques en Israël? Oui, c'est exact. Il y a un certain moment, une vingtaine d'années, je crois une trentaine d'années, il y a eu une coupe budgétaire pour la recherche scientifique en Israël et qui a causé le fait qu'on n'a pas engagé, pendant quelques années, on n'avait plus de budget pour engager des jeunes très bons mathématiciens. Ça, c'est très important. Et tous les ans, à l'université, à Bar-Ilan par exemple, et aux autres universités, on engage 1, 2, 3 mathématiciens, mais de très haut niveau. On vérifie selon les publications, etc. Il y avait un moment où on a un petit peu arrêté, et ça s'est fait sentir un peu plus tard déjà. Mais maintenant, ça va mieux. On a un peu plus de budget. On engage les meilleurs, des jeunes et des meilleurs. Et je crois que actuellement, le niveau mathématique israélien est excellent dans le monde. On a des très bons mathématiciens connus dans le monde entier et régulièrement dans les plus grands congrès, par exemple dans les congrès des mathématiciens du monde qui a lieu tous les 4 ans, il y a toujours
aux quelques Israéliens qui sont invités à donner des conférences, donc dans ce qu'on appelle des conférences plénières. Et ça, il y a peu de pays qui font ça. Et les plus grands prix mathématiques, comme le prix Wolf, par exemple, d'autres prix, sont très souvent attribués à des Israéliens. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques, ça n'existe pas, mais dans les autres prix, on voit très souvent des Israéliens. Donc on n'a pas à avoir honte de notre niveau mathématique. Alors, ça c'est pour les mathématiques. Je vais vous demander peut-être une appréciation un peu plus générale parce que hier on a publié le classement, ce qui s'appelle le classement de Shanghai, qui est un classement qui classe les universités à travers le monde. Et en dépit de ces réussites, par exemple sur le plan mathématique et même dans d'autres disciplines, eh bien, on constate que les universités israéliennes ne sont pas parmi les premières, et loin de là. C'est-à-dire que la première université classée dans ce classement de Shanghai était l'année dernière l'université hébraïque de Jérusalem, qui s'était positionnée, si je ne m'abuse, autour des 80 au 80e rang. Et aujourd'hui, cette année, elle a dégringolé en deçà des 100 premières universités, y compris le Ternion, qui est, à moins que le Ternion soit le seul peut-être à franchir la barre des 100 premières universités. Comment expliquer cette marge assez impressionnante entre les grandes universités américaines, je sais pas, Stanford, Harvard ou d'autres, Oxford et Cambridge en Angleterre. Comment expliquer la différence entre ces universités et certaines universités israéliennes qui finalement, au bout du compte, produisent des savants ou des gens qui ont un certain niveau tout de même? Oui, alors il faut comprendre que les critères de Shanghai sont très variés et vastes. Il y a aussi d'autres classements, pas seulement Shanghai. Et parmi ces critères, il y a le nombre d'étudiants, il y a toutes sortes de choses, il y a le budget, il y a aussi le nombre de publications, etc. C'est vrai que ces derniers temps, quelques universités israéliennes ont un petit peu baissé, d'autres ont un peu monté aussi. Mais il faut savoir quand même qu'être dans les 500 premières universités du monde, c'est très bien. Même si on n'est pas parmi les 50 premières, il y a des milliers, peut-être même au moins 10 000 universités qui sont classées. Et toutes les universités israéliennes sont toutes dans les 500 ou dans les 600 premières universités du monde, ce qui est très bien. Être dans les 1000 premières universités, j'étais en France il n'y a pas longtemps, et j'étais invité dans une grande école à Paris, et ils n'étaient pas dans les 1000 premiers. Ils disaient, on doit être dans les 1000 premiers, et pour ça, il faut qu'on se mette ensemble. Il y a aussi un critère, c'est une question de nombre. Si vous avez une université ou une grande école en France, par exemple, où il n'y a que 500 élèves, évidemment, ils ne pourront jamais être dans les premiers. Alors, il faut se mettre ensemble, etc. Il y a différentes choses. Donc, les universités israéliennes sont très bien placées, pas dans les 50 premiers, c'est vrai. Il y a eu une petite baisse due à différentes choses. Il n'y a pas seulement les mathématiques, il y a aussi toutes sortes d'autres thèmes de recherche, évidemment. Et c'est bien, il faut remonter, il faut travailler là-dessus, c'est évident. Mais la situation n'est pas catastrophique du tout. Être dans les 500 premiers, c'est bien. Voilà. Bon. Eh bien, on parle de classement, de chiffres, cela nous amène, on va dire, directement ou indirectement, à cette journée que nous sommes en train de célébrer, et nous allons avec vous, puisque vous êtes également, en dehors de vos activités de professeur de mathématiques, un Israélien érudit, parler avec vous, et pour terminer cette semaine d'actualité sur une note, comme nous le faisons autour de la paracha, ou une note un peu plus spirituelle, nous allons parler avec vous de cette journée de Tou B'Av, qui est une journée, on va dire, de joie, de grande joie, dans le calendrier hébraïque, après la période des 3 semaines, Tisha B'Av. Tou B'Av, c'est une grande journée de joie. Expliquez-nous quel est le message, quel est, à votre avis, l'enseignement de cette journée particulière. Oui, aujourd'hui, c'est le 15 Av, et on voit bien la nuit, la pleine lune. C'est le 15 Av, et le 15 Av est certainement peut-être, je dirais, le jour le plus mystérieux du calendrier juif. Et
bien qu'en fait c'est un jour comme les autres, c'est pas une vraie fête, sauf le fait que pendant la prière on dit pas la prière de Tachanoun parce qu'on est joyeux. Mais le 15 Av, il y a toutes sortes de choses qui se sont passées le 15 Av, et le Talmud dans le traité Ta'anit nous dit la chose suivante, c'est Rabbi Shimon ben Gamliel dit, il n'y a pas de fête aussi grande pour Israël que le 15 Av et Yom Kippour. Donc, vous voyez, on compare le 15 Av et Yom Kippour. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait le 15 Av? En ces jours, les filles de Jérusalem, je traduis plus ou moins de ma façon, les filles de Jérusalem sortaient et dansaient dans les vignobles. Que disaient-elles? Jeune homme, lève tes yeux et regarde qui tu vas choisir, etc. Et donc, c'était un petit peu un jour de mariage, jour où les jeunes filles qui n'étaient pas mariées, les jeunes hommes qui n'étaient pas mariés, et se cherchaient les uns les autres, et donc se mariaient. Donc, c'était un jour très, très important. Et le Talmud énumère toutes sortes je dirais, de joyeux événements qui eurent lieu le 15 Av. Alors, si je peux, très rapidement, peut-être pas tous, mais dire deux ou trois choses qui sont passées le 15 Av. Alors là, disons ça chronologiquement parlant, le premier événement joyeux, c'est ce qui s'est passé dans le désert, il y a ça quelques milliers d'années, lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte. Alors, on connaît l'histoire des explorateurs qui ont causé le fait que les Bnei Israël ne voulaient pas venir en terre sainte, et Dieu décréta que la génération entière donc devrait mourir peu à peu dans le désert. Donc 600 000 hommes devraient mourir dans le désert, et c'est seulement leurs enfants qui rentreraient en Israël à leur place. Et après 40 ans d'errance dans le désert, toute la génération des explorateurs donc était décédée. Et ce qui s'est passé, c'est que et à quel moment ça s'est passé la fin? C'était le 15 Av. En effet, tous les ans, le 9 Av, Tisha B'Av, les gens étaient sûrs qu'ils allaient mourir parce que à cause de la faute des explorateurs, donc se mettaient dans la terre et attendaient. Et tous les ans, environ 15 000, un peu plus que 15 000 hommes mouraient, etc., tout ça pendant 39 ans. Et la dernière année, ils se sont mis en terre, encore 15 000 hommes, et ils sont pas morts. Le lendemain matin, ils vont dire qu'ils n'étaient pas morts. Ils se sont dit, peut-être qu'on a mal calculé, on n'est pas tout à fait le 9 Av. Ils ont recommencé encore un soir, jusqu'au 15 Av. Et le 15 Av, ils ont vu la pleine lune. Alors, et si c'est la pleine lune, on ne s'est pas trompé dans le calcul. Nous sommes en vie, c'est terminé, on va rentrer en Eretz Israël. Donc, c'était un jour de grande joie. Ils ont su que les Mété Midbar, les morts du désert, donc, n'allaient plus mourir. Ça, c'est la première histoire, je dirais, qui s'est passée le 15 Av. Et ça, c'est une chose. La deuxième chose très importante, c'est qu'à l'époque, les hommes ne devaient se marier qu'avec des jeunes filles de la même tribu. Ah oui. Afin de garder justement les chants des tribus, etc. Et à un certain moment, les Chachamim, enfin pas les Chachamim, c'était à l'époque, c'était les Shoftim, ont décidé que ça allait être que ceci, ils ont annulé. Ils ont annulé cette restriction, donc de se marier qu'avec quelqu'un de la même tribu. Et donc, cet événement a été considéré comme digne de célébration et de réjouissance. Donc, les gens étaient très, très heureux de pouvoir se marier aussi avec quelqu'un d'une autre tribu. Alors, ça, c'est une deuxième chose. Si j'ai le temps encore de continuer. Arougé Bétar, ça, c'est aussi. Arougé Bétar, donc, ça, c'est donc encore beaucoup d'années plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que donc la forteresse de Bétar, donc c'était le dernier bastion de la révolte de Bar Kokhba. Et lorsque Bétar tomba, c'était aussi un Tisha B'Av en 135. Oui, c'est ça. Et donc beaucoup Bar Kokhba et des milliers de Juifs furent tués. Et les Romains, ils ont massacré tout le monde pratiquement. Et les Romains ne permirent pas aux Juifs d'enterrer leurs morts. Et lorsque finalement on a pu donner une sépulture, je dirais, aux morts de Bétar, c'était le 15 Av. Et donc, il y a une bénédiction spéciale. D'ailleurs, on l'a dit dans les lorsqu'on boit du vin. Amazon aussi. Oui.
Donc une grande joie de pouvoir, on a pu enterrer les morts de betteraves, et ça s'est passé quelques années plus tard, mais ça s'est passé donc le 15 av. Alors ça c'est encore une troisième chose qui s'est passé le 15 av. Donc pour tout ça ensemble, ça nous donne, et encore d'autres raisons, mais je sais pas, ça suffit pour le moment. Pour tout ça ensemble, ça nous donne une idée que le 15 av, c'est une journée de joie. C'est quelque chose de spécial pour la Géoula, pour la rédemption d'Israël, la pleine lune. On a terminé avec la Avelout, la tristesse de Tisha B'Av, du 9 av, et maintenant on recommence, on se prépare déjà à Rosh Hashanah, à Yom Kippour, à l'étude, et on se prépare donc vers la Géoula Shlema, vers la rédemption finale, la venue du Mashiach, etc. Eh bien, merci, professeur Elie Merzbach, d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir terminé ainsi cette semaine qui a commencé effectivement dans le deuil de Tisha B'Av et qui se termine dans la joie de Tou B'Av. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite de passer une agréable journée et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, merci. Au revoir. À bientôt.